Bonjour! Bienvenue dans le café édition de votre podcast préféré, les nouvelles éditions. On vous sert quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de Rocambole, le Netflix des séries littéraires et plus précisément du feuilleton littéraire E2.0. Aujourd'hui, nous recevons donc dans notre café des nouvelles éditions Monsieur Julien Simon. Léa sera notre chef barista. À ses côtés, il y aura moi-même, Angélique. Et moi, Sophie. Lors de notre précédente émission, nous avons discuté de la création de Rocambole ainsi que de son fonctionnement. Nous reprenons donc sur l'impact de la crise sanitaire sur la fréquentation de l'application. Justement, pour en revenir justement à ce temps, et effectivement, vous parliez de temps dans les transports, etc. Tout récemment, on a vu avec la crise du coronavirus qu'il y a eu une modification des habitudes de lecture, en tout cas que les Français se sont mis sont mis à lire. Est-ce que vous en avez ressenti un impact sur votre application qui justement joue sur le fait de lire dans les transports, dans les files d'attente ou pas du tout? Nous, clairement, il y a eu un effet spectaculaire du confinement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez eu les librairies fermées, les bibliothèques fermées, les cinémas, théâtres, etc. Donc, il y a eu une grosse envie juste de sortir la tête de l'eau et de se divertir, en fait. Donc, ce qu'on a fait, on a fait profiter nos utilisateurs de la gratuité du catalogue dès les premiers jours du confinement, en fait. Nous, notre intérêt, c'est que les gens viennent lire. C'est pas forcément tout de suite qu'ils viennent s'abonner, c'est de créer un usage, encore une fois. Donc, on a ouvert les portes en grand. On a été sélectionné il y avait plein d'articles à l'époque qui disaient qu'est-ce que vous avez à faire pendant votre confinement, comment arrêter de s'emmerder pendant votre confinement. Donc, on s'est placé sur ces listes-là. Et ça a super bien marché. On a multiplié nos chiffres d'inscription par 30, 40, 50. C'était délirant. Donc, je ne vais pas dire que c'est le confinement qui a un peu lancé Rocambole, mais finalement, on n'en est quand même pas si loin parce que c'est un peu cet engouement soudain et cette multiplication des utilisateurs qui a attiré derrière l'attention des investisseurs, des premiers investisseurs. Donc, quelque part, il y a quand même eu un gros effet pour nous sur le confinement. Vous écrivez dans votre dossier de presse que votre application peut être utilisée pour lire avant de dormir. J'ai notamment lu pas mal d'études aujourd'hui. C'est vrai qu'on explique de plus en plus aujourd'hui que c'est assez compliqué. En tout cas, c'est pas forcément très très conseillé d'avoir des supports rétroéclairés pour dormir. Je voulais savoir justement comment vous vous positionnez vous vis-à-vis de ça. Mhm. Et Alors, nous, le choix qu'on a fait, c'est de faire ce que font la plupart des liseuses électroniques, c'est de proposer une lecture sur fond noir. C'est-à-dire que vous n'avez pas la page blanche, vous avez la page noire et les caractères en blanc. Après, les études, effectivement, elles ont raison de dire que un, un éclairage, en fait, peu importe l'éclairage, c'est aussi la qualité de l'éclairage, de quelle couleur il est, etc. Ça défavorise le sommeil, hein. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de notre application dans le sens où on fait vraiment tout pour le confort de lecture en priorité et principalement le soir puisque en fait, quand on regarde nos chiffres d'utilisation, il y a presque 50% des lectures de la journée qui se font après 21h. Donc en fait, les gens lisent le soir, ils lisent au lit, c'est le dernier truc qu'ils font avant de s'endormir. Et on a vraiment cette courbe comme ça. On a 2 pics dans la journée, un petit pic vers la pause de midi, et ensuite, à partir de 9h jusqu'à minuit, c'est et ça redescend après minuit. La plupart des gens, de nos utilisateurs, ouais, c'est entre 10h30 et minuit. justement, Enfin, 22h30 et minuit. c'est assez impressionnant étant donné qu'effectivement vous nous parliez qu'au début vous misiez beaucoup pour les transports. C'est vrai Ouais. que là ça change complètement. Peut-être En fait, nous, on vient avec une proposition et puis derrière, il y a un usage qui se crée. C'est ça qui est intéressant de voir aussi. On imaginait effectivement qu'on aurait beaucoup d'usages fragmentés, des gens qui lisent à droite à gauche. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, 40% de nos lectures, enfin 40% des séries qui sont lues d'une traite. Mm. C'est-à-dire qu'ils lisent tous les épisodes d'un coup.
c'est énorme. Et on pensait pas arriver à des chiffres comme ça. Mais en fait, voilà, on propose un truc, et puis après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Puis nous, derrière, on s'adapte. Bah, vous parliez, enfin, vous disiez effectivement que les gens disent le soir. Est-ce que vous avez réussi à peu près quantifier quel type de personnes étaient sur l'application? C'était plutôt des personnes plus jeunes, des personnes un peu plus âgées, des femmes, des hommes, des personnes non binaires? Bah, clairement, le public, c'est vous, hein. Mmh. Ce sont des jeunes femmes. Je crois qu'on est à presque 80 de femmes sur l'application. Mmh. Et les âges, bon, c'est un peu plus varié, mais le le gros de nos utilisateurs trices, heu, ça va être entre, 18 et 35 ans. Donc c'est vraiment le cœur, c'est en fait, c'est pas directement notre cible, ça le devient par la force des choses, mais le cœur de cette offre, semble plutôt pour le moment parler à ces personnes-là. Après, c'est pas Justement, pour ça qu'on transforme, spécialement la ligne éditoriale en fonction de ça. Il faut quand même, Rocambole étant une application à vocation, généraliste, faut qu'il y en ait pour tous les goûts aussi. je voulais juste, justement, je me demandais, est-ce que vous aviez un public cible quand l'application a été créée ou qu'elle était en discussion? Est-ce que vous aviez défini une cible en particulier ou pas du tout? Honnêtement, c'est toujours en discussion à l'heure où on parle là. D'accord. La question du public cible, en fait, c'est ceux qui veulent bien venir, le public cible, hein. Il y a une espèce de résistance quand même du marché français sur le numérique, qui est super forte. Heu, donc fatalement, déjà, on s'adresse qu'à des gens pour qui l'idée de lire de la fiction sur leur téléphone ou leur iPad n'est pas, rebutante, déjà. Donc en fait, c'est déjà une frange de la population qui est pas si énorme que ça. Parce que la plupart des gens, vous leur parlez, vous leur dites: «Est-ce que vous lisez, Proust sur votre smartphone?» Ils vont vous dire: «Non». C'est même pas en rêve, quoi. Heu, donc déjà, il y a cette barrière technique-là, et puis ensuite, bah, il y a des gens, qui sont, bah, plus ou moins connectés, qui sont plus ou moins, ouverts à l'idée de lire de la fiction sur smartphone, qui sont plus ou moins ouverts à l'idée de payer un abonnement mensuel pour lire. Donc en fait, petit à petit, la fourchette se rétrécit. Et on arrive à essayer de déterminer comme ça une cible, mais on est toujours en perpétuelle séduction de nos utilisateurs, et on essaye plein de choses. Oui, c'est ce qu'on voit et c'est ce que vous nous présentiez, depuis le début de notre entretien et aussi pourquoi ce nom, Rocambole? On vous l'a pas posé la question. Alors heu, en fait, Rocambole, c'est un personnage de Ponson du Terrail, un auteur du 19e siècle, et en fait, il a la particularité, ce personnage, d'avoir été un des premiers à être adapté en feuilleton dans les journaux. Donc D'accord. tous les jours dans le journal, vous aviez la suite de l'aventure, donc c'était un chouette clin d'œil, puis en plus, ça a donné naissance ensuite à l'adjectif rocambolesque, donc il y avait un côté fun à reprendre ce nom-là, quoi. Heu, Et on fait souvent le après je sais pas si vous aimez bien faire le parallèle, faire ce parallèle-là, mais quand on fait les recherches sur vous, on voit souvent le Netflix littéraire. Beh, sur l'application, il est présenté comme ça aussi mmh, et on a l'impression que votre processus au niveau de la fabrique, c'est un peu comme les Netflix originales qui sont des créations originales. Donc il y a les créations de Rocambole mmh. et est-ce que vous pensez participer à un nouveau genre de consommation, des séries littéraires du coup? Et effectivement, la comparaison nous a poussé à jouer sur les codes que les gens connaissent déjà, qui sont les codes de Netflix. Donc effectivement, pour l'instant, quand vous ouvrez l'app, ça ressemble quand même pas mal à ce que vous avez l'habitude d'avoir en termes d'interface, sur les plateformes de streaming, et cetera. Mais mais il y a une volonté de notre part de nous en éloigner très vite. C'est-à-dire qu'une OK. fois que maintenant les codes ont été lancés, bon, c'est bon, tout le monde a compris maintenant ce que c'était que Rocambole. Maintenant, on va pouvoir faire des trucs un peu plus personnels, quoi, et puis surtout axés plus sur l'univers littéraire, en tant que tel, quoi. Pas juste jouer de la comparaison avec les séries télé, même si, ça marche très bien. Mmh. Mais je pense que c'est vraiment le temps de l'émulation puisque même pendant le confinement, Netflix a Ouais, beaucoup occupé tout le monde. Mais je pense que vous allez réussir à vous en éloigner. ouais.
En fait, à la base, en fait, c'est un truc que je dis souvent dans les interviews, mais l'idée de Rock'n'Roll, c'était pas du tout Netflix, c'était, les magazines de prépublication de manga au Japon. OK. Heu, genre le Shonen Jump, les choses comme ça, Mmh. heu, qui pour le coup ont vraiment ce fonctionnement-là avec des genres de fabriques, des éditeurs, qui travaillent en pool, en équipe et cetera. En fait, c'est ce modèle-là que moi j'ai voulu importer et appliquer à la littérature. Nous, on avait pensé en préparant notre petit podcast, on avait pensé aux séries littéraires, en fait, que vous Mmh. remettiez au goût du jour. Ah, je sais. Ouais, ouais, bah, après, effectivement, hein, il y a une sorte d'appétit comme ça de lecture sérielle, on a 2 concurrents aux États-Unis, Radish et Serial Box qui ont je crois qu'ils ont levé 60 millions et l'autre 10 millions. Donc c'est des très grosses levées, donc il y a clairement, il y a un truc qui se passe sur ce format-là, en fait. Et c'est bien qu'on le fasse maintenant parce que si on laisse la hype se propager et qu'il y a pas d'acteurs français ou francophones sur place, bah, c'est ces gens-là qui vont lancer leur service en France. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un petit enjeu à occuper le terrain, quoi. Bah, justement, vous avez cité ces 2 entreprises-là. J'ai lu qu'en fait, elles étaient spécialisées dans certains genres littéraires Mmh. et je voulais savoir si du coup, vous, avec votre côté un peu touche à tout au niveau des genres, est-ce que vous comptiez en fin de compte, vous développer à l'international après avoir, conquis le marché francophone? Ou est-ce que, au Ouais. contraire, vous comptez rester sur un marché Non, européen? on a envie de tester le concept dans d'autres cultures et d'autres pays. Après, clairement, l'anglophone, c'est clairement pas la priorité, loin de là. Je pense que ce sera le dernier truc qu'on fera, parce que c'est juste pas possible, en fait. Il y a trop de concurrence, il y a trop d'offres, et les acteurs américains et anglais sont beaucoup trop implantés pour qu'on vienne les titiller, quoi. C'est pas possible. Par contre, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur l'Allemagne, bon, il y a peut-être moyen de lancer le concept de manière un peu plus pérenne. Et du coup, c'est intéressant parce que mais l'idée, ce sera vraiment d'ouvrir des fabriques en Allemagne, d'ouvrir une fabrique espagnole avec des gens, qui sont, sur place, qui connaissent la culture, qui voilà, nous, on importerait juste le modèle et ça resterait sous la marque Rocambole. Mais voilà, l'idée, c'est de jouer aussi des cultures locales, quoi. Et peut-être justement effectivement jouer avec les cultures locales pour aussi s'adapter peut-être au niveau des genres, de voir ce qui fonctionne aussi. Ce qui fonctionne pas et Ouais. pourquoi pas promouvoir en fin de compte des auteurs locaux. Heu, Ah bah oui, carrément. C'est le but, ouais, ouais. C'est le but et puis, sur la question de la spécialisation, nous, c'est pas forcément notre envie. C'est-à-dire que, par exemple, Radish, ils se sont vite spécialisés sur la romance. Serial Box, ils font plus, du polar et du fantastique, enfin des littératures de genre. C'est un choix, je pense que c'est un choix qui est gérable quand on a un marché anglophone, américain, qui est quasiment un marché mondial et qu'effectivement, si on s'adresse juste aux fans de romance, juste aux gens qui lisent de la SF, c'est jouable, parce que le monde entier est votre terrain de jeu. Mais nous, en tant que Français, déjà et réfractaires au numérique de base, je pense qu'on n'a pas trop le luxe de spécialiser le catalogue pour le moment. Il faut vraiment qu'on plaise, au plus grand nombre. Et justement, à ce propos, qu'est-ce que vous pensez de l'édition traditionnelle française en ce moment? Il y a plein de choses super qui se font dans l'édition, française, de forcément les gros groupes, les grosses maisons d'édition qui font ce qu'elles savent faire, produisent des livres qui enfin c'est faut vendre des bouquins, quoi. Hem Et après au niveau du paysage, francophone, ouais, il y a plein de maisons que j'adore qui font des super, enfin on a quand même une édition, française, une jeune édition française qui est géniale. Il y a plein, que ce soit, Toussaint l'Ouverture, Nouvelle Attila, La Goutte d'Or, enfin il y a tellement de trucs super cool qui se font, enfin on a vraiment l'embarras du choix, quoi. Donc moi je la trouve, au contraire ultra inventive, quoi, l'édition française et j'aime beaucoup, même si je fais du numérique, aller dans une librairie et profiter de tout ça. J'aurais une question par rapport aux ouvrages que vous publiez. Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de les adapter en série, mais du coup série, Mmh. de visuelle? Ouais. Bah, ouais, tout à fait, c'est même,
c'est même une volonté affichée, dans le sens où on a vraiment la possibilité de créer du contenu à partir de zéro qui est fait pour être adapté derrière et dont on détient ensuite la propriété intellectuelle et qui nous permet de vendre ces droits ou de les adapter par nous-mêmes. L'un de nos associés fondateurs, c'est Serge Hayat, qui est un des plus grands financiers du cinéma et de la télé française, qui a fait des choses comme Intouchable, le Bureau des légendes, Marianne, enfin, c'est vraiment des très gros trucs. Donc on travaille au quotidien avec lui justement pour créer des concepts que derrière, lui, va pouvoir aller vendre aux producteurs, aux chaînes, aux networks, aux plateformes de streaming, etc. Donc oui, carrément. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, quand on crée des histoires, il faut aussi penser à leur capacité d'adaptation, parce qu'on vit dans un monde qui est quand même vraiment multi-support. Donc, on ne sait jamais ce qui peut décoller. Enfin, dans l'édition, c'est comme dans toutes les industries créatives, hein, c'est le 80-20. Vous avez 80% de vos livres qui vont se planter, 80% de vos projets qui vont faire 0 €, et puis il y en a un ou deux qui vont faire des millions de dollars et qui vont compenser pour tout le reste. Donc, il faut être à l'affût de ces opportunités-là. Vas-y Sophie, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Ah non, bah, c'était juste pour rebondir là-dessus. Je me disais, en plus, c'est vrai que dans l'édition, dans les séries, il y a pas mal de contenus qui sont des adaptations. Mais justement, vous, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y aurait déjà eu le découpage, en fait, Ouais, c'est de ça. fait avec la lecture. Donc, ce serait... Mais en fait, ce c'est serait- intéressant cette question des adaptations parce que, comme vous le dites, prenez n'importe quelle série Netflix, n'importe quel film hollywoodien, etc. Je pense qu'il y a 80 à 90% qui sont des adaptations de romans. Mm. C'est énorme, ou de BD, ou de voilà, n'importe quoi. Mais c'est des adaptations. Alors qu'en France, quand on regarde ce qui est produit, quasiment rien du tout. Parce qu'on a la culture de l'auteur, réalisateur, scénariste en France, donc de la personne un peu qui fait tout, qui écrit tout. Nous, notre enjeu, effectivement, c'est de faire un format où on pense tout de suite le contenu comme adaptable en série audiovisuelle. Et à partir de synopsis, à partir de résumés, à partir de moodboard, à partir de fiches de personnages, etc. Et c'est des éléments qu'on peut tout de suite transmettre à un producteur ou à une chaîne. Et en 5 minutes, il va se faire une idée de ce qui se passe dans l'histoire, de quoi ça parle, etc. Il n'y a pas besoin de lire 400 pages pour comprendre. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser ces plateformes-là. Et à terme, ça risque de devenir vraiment un pôle assez important de l'activité de Rocambole si tout marche comme on le veut. Du coup, pour rebondir sur le côté numérique, tout à l'heure, vous aviez dit qu'effectivement, les Français étaient assez réfractaires au numérique. Aujourd'hui, quand on pense au niveau des livres, on pense aussi justement à la montée en puissance des livres audio. Vous, comment vous positionnez vis-à-vis justement des livres audio? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, je trouve ça très bien. C'est très bien le livre audio. Simplement, la seule chose, c'est qu'il y a effectivement une grosse hype en ce moment sur l'audio et que c'est pas forcément toujours une bonne idée de se lancer sur un terrain où il y a déjà beaucoup de monde qui est en train de jouer, quoi. On verra ce qui se passe dans les prochains mois, les prochaines années. C'est absolument pas exclu qu'il y ait une partie audio sur Rocambole. C'est un boulot, c'est un vrai métier de faire des adaptations audio et ça coûte de l'argent et il faut que ce soit pas non plus fait n'importe comment, il faut que ce soit des choses de qualité. Donc, pour l'instant, on laisse les gens qui savent le faire, le faire. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que vous avez de quoi faire. Et c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Instagram pour qu'on continue à discuter en prenant des cafés. La semaine prochaine, je prends le relais pour l'épisode sur les lignes du désir. Nous parlerons de la narration augmentée à travers le récit transmédia en recevant Pierre Ménard. Même jour, Même heure, même podcast.